Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui a comme sujet les charges que tu peux déduire en étant en freelance. On va se présenter brièvement avant de commencer. Émilie, je Bonjour te laisse. Sandra. Bonjour Émilie, pardon. Donc, je suis Sandra Mesghini, Head of Marketing au sein de Cherrypick. Pour présenter Cherrypick brièvement, c'est une plateforme qui met en relation des freelances, des indépendants, avec des clients de tous secteurs confondus, sur des missions longues et de fort TGM. Donc, pour ceux qui ne viendraient pas de Cherrypick, n'hésitez pas à aller regarder. Et je vais laisser la parole à Émilie, consultante au sein de l'expert comptable. Oui, super. Merci beaucoup Sandra pour l'introduction. Eh bien, écoutez, effectivement, donc moi, Émilie, donc je travaille depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant au sein du cabinet l'expertcomptable.com sur une partie qui va être plutôt focus autour de la création d'entreprise et le suivi comptable, puisqu'aujourd'hui, le cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des freelances, donc des personnes qui justement se lancent dans l'entrepreneuriat et qui vont être amenées forcément à se poser pas mal de questions sur ce qu'est le quotidien d'un entrepreneur. Et à ce titre-là, on est souvent amené à discuter ensemble des frais déductibles, notamment, dont Sandra parlait en introduction, puisque c'est souvent un sujet qui génère énormément de questions, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire passer sur sa société, si oui, jusqu'à quelle hauteur, quelle typologie de dépenses, quel est le bénéfice également, puisque faire passer des frais sur une entreprise, il faut savoir que toute charge, une fois qu'elle est déduite du chiffre d'affaires de votre société, vous permet d'optimiser un petit peu votre résultat, puisque quand on évolue sur un format société, donc là, j'exclus de cette présentation les auto-entreprises, puisque le principe de l'auto-entreprise, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de déduire de charges. En revanche, toutes les autres formes juridiques, que ce soit une SASU, une URL, une entreprise individuelle, vont vous permettre de défalquer de votre chiffre d'affaires un certain nombre de dépenses qui doivent être liées à votre activité professionnelle. Et donc forcément, ça va venir réduire la base imposable, puisque votre base sur laquelle vous avez payé de l'impôt, donc que ce soit de l'impôt société ou de l'impôt sur le revenu, est établie sur le modèle suivant: chiffre d'affaires, moins dépenses, moins les rémunérations éventuelles. Donc nécessairement, plus l'enveloppe de frais va grossir, vous allez pouvoir réduire un petit peu et optimiser votre bénéfice en fin d'année et ainsi payer moins d'impôts. D'où la pertinence de cette présentation aujourd'hui. Donc avec Sandra, l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc, vous n'hésitez surtout pas à utiliser la barre des commentaires et l'onglet questions sur votre droite, pour que la présentation soit interactive. Et puis, Sandra lira les questions au fur et à mesure. Et comme ça, ça me permettra de pouvoir y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, toutes les personnes également qui seraient amenées à nous rejoindre en cours de route, eh bien, sachez qu'un replay sera automatiquement généré sur la base de cette présentation. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit, que vous avez rempli le formulaire d'inscription, ne vous en faites pas si vous avez loupé quelques minutes ou alors si, par exemple, vous souhaitez revenir sur des points peut-être que vous n'aviez pas très bien compris, eh bien, sachez que vous aurez à disposition le replay en vidéo qui vous sera proposé dès que le webinaire sera terminé. Voilà. Écoutez, je pense que les quelques personnes qui s'étaient inscrites vont continuer de nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, ce que je vous propose avec Sandra, c'est de pouvoir progressivement avancer sur la présentation. Et puis, voilà, vous n'hésitez pas, vous posez toutes vos questions dans l'onglet chat. Il y aura également un temps dédié aux questions aussi à la fin de la présentation. Donc, pareil, voilà. On attend vos retours sur ces slides-là. Alors, donc le sommaire aujourd'hui, dans un premier temps, je vais juste faire quelques rappels pour que vous ayez bien en tête les conditions à réunir pour pouvoir déduire des frais sur votre entreprise. Ensuite, je vous ferai une liste exhaustive. Clairement, je vais balayer toutes les charges que l'on peut déduire sur la société. Ensuite, je ferai un focus sur les frais mixtes. Alors, les frais mixtes, ça va être des frais qui sont à cheval entre le pro et le perso, mais qui peuvent quand même passer pour tout ou partie sur la société. Donc là aussi, il y a quelques critères à réunir et des règles à respecter. Donc, j'y reviendrai plus en détail donc en troisième partie de ce webinaire.
Et enfin, on terminera avec une session questions-réponses. Donc pareil, hein, vous aurez du temps pour me poser toutes vos questions. Sachez qu'avec Sandra, on vous a réservé une petite surprise à la fin de ce webinaire, de sorte à ce que vous puissiez avoir, en exclusivité, eh bien, des avantages à l'issue de cette présentation. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà. OK. Eh ben, écoutez, il est 12h05, je pense, qu'on va pouvoir commencer, hein. Allons-y. Alors, pour rappel, pour qu'une charge soit déductible, il faut que 3 conditions soient respectées. La première étant que cette dépense doit être dans l'intérêt de votre entreprise. Donc, si elle est dans l'intérêt de votre entreprise, nécessairement en découle la suivante, elle va être liée à votre activité professionnelle. Donc, il faut qu'il y ait un rapport direct avec votre activité professionnelle. Je donne un exemple. Si vous vous déplacez pour aller voir un client, vous êtes sur Paris et votre client il est dans le sud de la France et que pendant une semaine, vous êtes chez votre client, bah, nécessairement, vous allez avoir des frais de déplacement, des frais d'hébergement, des frais de restauration. Eh bien, toutes ces dépenses-là sont bien initiées dans l'intérêt de l'entreprise et liées à votre activité professionnelle puisque c'est dans le cadre d'un déplacement pour vous rendre chez un client. Donc là, on remplit bien les 2 premières conditions. Ensuite, troisième condition, c'est qu'elle soit justifiable auprès de l'administration fiscale. C'est-à-dire que si demain, il y a un contrôleur des impôts qui vient vous voir et qui vous demande une preuve eh bien, de cette dépense, il faut que vous puissiez lui proposer un justificatif. Donc, c'est pour ça que la règle qui existe aujourd'hui, c'est de conserver pendant 10 ans tous vos justificatifs de dépenses, tous les frais que vous allez faire passer sur votre société. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des outils en ligne et nous, par exemple, le cabinet l'expertcomptable.com, hein, on travaille avec un outil qui s'appelle Time, qui vous permet de dématérialiser vos justificatifs de dépenses. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de conserver vos originaux papier à partir du moment où ils sont enregistrés dans l'outil. Et c'est ce que nous, par exemple, on propose, hein, puisque le cabinet l'expertcomptable.com, on vous redétaillera un petit peu ça plus en détail plus tard, mais on propose l'accompagnement comptable pour des freelances, des personnes qui travaillent dans le domaine du consulting, et on va être sur un accompagnement dématérialisé avec justement une application qui vous permet de stocker tous vos justificatifs de dépenses. Comme ça, en cas de contrôle de la part de l'administration fiscale, vous avez la preuve grâce au fait qu'ils sont tous archivés dans notre outil. Voilà. Alors, la philosophie que je vais vous demander aussi d'adopter tout au long de cette présentation sur les frais déductibles, ça va être de faire preuve de bon sens, hein, puisque dans le cadre de votre activité professionnelle, on peut faire passer pas mal de dépenses sur la société. Néanmoins, ayez toujours en tête que pour que la dépense se justifie, il faut garder une logique de raisonnabilité et de proportionnalité. On peut faire passer pas mal de charges à partir du moment où elles sont liées à votre activité professionnelle. Néanmoins, il faut faire preuve de bon sens concernant les montants, faire en sorte que ce ne soit pas non plus des montants qui soient excessifs et que ça reste toujours plus ou moins proportionnel par rapport à votre activité, par rapport à votre typologie d'activité ou encore par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc, ayez en tête tout ça. De toute façon, je vais vous préciser la nature de cette proportionnalité tout au long de la présentation, mais c'est important d'avoir cette philosophie en tête. Voilà. Donc, on va commencer ce petit récap avec les principales dépenses qui peuvent être passées sur votre société. Donc, le cabinet l'expertcomptable.com, aujourd'hui, dans le cadre de notre accompagnement, on accompagne, nous, uniquement des prestataires de services, des consultants, des personnes qui vont travailler sur de la prestation de services intellectuels purs. Et donc, nécessairement, eh bien, on a l'habitude de conseiller nos clients sur quels frais peuvent être passés ou pas sur l'entreprise. Donc, c'est pour ça que cette liste exhaustive, eh bien, elle est basée tout simplement sur les retours et la comptabilité que nous, on a l'habitude de mettre en place avec nos clients. Voilà. Ben, j'en parlais tout à l'heure, mais typiquement, les frais de bouche. Donc, les frais de bouche, il est tout à fait possible de faire passer sur sa société des frais de repas. Alors, que ce soit des repas d'affaires ou des frais de repas du dirigeant. Les repas d'affaires, ça va être des repas pendant lesquels vous seriez amené à inviter des partenaires ou des clients. Donc, c'est tout à fait possible d'inviter un client, d'inviter un prospect, d'inviter un partenaire. Néanmoins, je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir en tête une logique de raisonnabilité. Et il faut garder en tête que c'est tout à fait possible, excusez-moi. C'est tout à fait possible de faire passer des frais de repas à condition que ça reste raisonnable et proportionnel. Donc, nous, par exemple, ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients, c'est d'avoir une vingtaine d'euros par repas. C'est-à-dire que dans l'ordre de 20 euros par tête et par repas. Donc, si vous êtes deux, typiquement, il peut y en avoir pour une quarantaine d'euros au restaurant. Voilà.
Ensuite, pour les frais de repas du dirigeant, donc vous avez aussi une limite, hein. Donc la théorie, normalement, le montant déductible, ce sont les frais réels moins 4,80 €, c'est-à-dire le prix d'un repas à domicile. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que les frais vont être déduits à hauteur de 100%. Donc si vous allez au restaurant et que vous en avez pour 15 €, on déduira les 15 €. Si vous allez au restaurant et que vous en avez pour une vingtaine d'euros, on déduira ce montant-là. Mais toujours avoir en tête de garder cette logique de raisonnabilité. C'est une vingtaine d'euros par repas, pour le dirigeant généralement. Donc nécessairement, si vous êtes tout seul et que vous en avez pour 50 €, vous voyez tout de suite, c'est des montants qui sont un petit peu, qui sont assez élevés par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, notamment en termes de tarifs. Donc gardez en tête cette logique de raisonnabilité et à savoir que les frais de repas, vous pouvez en faire passer, si vous êtes en déplacement, par exemple. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait ce lien par rapport à votre activité professionnelle. Si vous travaillez depuis chez vous, vous n'allez pas pouvoir venir vous rembourser votre liste de courses, par exemple, hein. C'est plutôt dans le cas de déplacement qu'on va pouvoir faire passer des frais de repas. Excusez-moi. Ensuite, par rapport aux frais de déplacement, donc là encore, hein, vous pouvez, eh bien, déduire de votre entreprise, et déduire du chiffre d'affaires de votre société tous les déplacements que vous allez réaliser dans le cadre de votre activité professionnelle, que ce soit pour faire de la prospection, que ce soit pour vous rendre chez un client, que ce soit, je ne sais pas moi, par exemple pour, aller voir un partenaire. Eh bien, vous allez forcément être amené soit à utiliser votre véhicule personnel, emprunter les transports en commun, je ne sais pas moi, prendre l'avion si le client est basé à l'étranger, par exemple, ou alors, prendre des billets d'avion, des billets de train, pardon. Eh bien, sachez que toutes ces dépenses pourront être rattachées à votre société, à condition toujours, bien entendu, hein, de garder les pièces justificatives. Si vous êtes amené aussi à avoir, à payer du péage, du parking dans le cadre de ces déplacements, aucun problème. Idem pour les frais d'hébergement, hein. Donc ça peut être, un hôtel, un Airbnb, par exemple, voilà. Tout ce qui vous permet de vous héberger sur place, à partir du moment où le déplacement est nécessaire et relié directement à votre activité professionnelle. Alors, en ce qui concerne les déplacements, vous avez différents moyens de vous déplacer. Bon, si c'est le train, vous allez acheter, avec la carte de la société votre billet de train. Si c'est un billet d'avion, ça fonctionnera de la même manière. Si en revanche, vous prenez un véhicule, donc c'est-à-dire une voiture, il y a plusieurs cas que l'on va pouvoir, différencier. Donc il y a un premier cas qui est l'achat d'un véhicule et un deuxième cas qui est la location. Donc on va faire un focus déjà dans un premier temps sur l'achat du véhicule. Il est tout à fait possible, si vous vous déplacez régulièrement, d'acheter un véhicule avec la société. Donc ça deviendra un véhicule qui appartiendra à votre société. Sachez qu'il y a des règles et que, le prix d'achat, qui va pouvoir être déductible, ça va dépendre, de la propreté du véhicule. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que le prix d'achat, pardon, ça sera le prix TTC pour un véhicule de tourisme et que la charge, elle va s'étaler sur 5 ans. Pourquoi? Parce que quand on achète un véhicule, on considère que ça rentre à l'actif de votre entreprise et que ça rentre dans son patrimoine et qu'à ce titre-là, il va y avoir des amortissements qui vont être passés. Donc les amortissements, c'est juste que plutôt que de déduire la dépense en une fois, eh bien, elle va être amortie et lissée tout au long de l'année. Néanmoins, comme je vous le disais, le montant de déduction va être plafonné par rapport au taux d'émission de CO2 de votre véhicule. Donc plus le véhicule va être propre, on va le voir juste ici, plus le véhicule va être propre et bien plus vous aurez la possibilité de déduire un montant important. Alors tout simplement, c'est parce que l'État souhaite un petit peu favoriser, hein, faire en sorte que les gens soient poussés vers des modalités de transport qui soient le plus en plus neutres, par rapport à l'environnement et donc propres. Et donc on voit, plus le véhicule est polluant, plus le montant qui va pouvoir être déduit sur la société sera, faible. Puisque, si c'est un véhicule qui émet, plus de 155 grammes, de CO2, par kilomètre, et bien vous voyez que, le plafond, des déductibilités, il est de 9 900 € contre plus de 30 000 € pour des véhicules qui sont beaucoup plus propres et qui émettraient moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre. Donc ça va être des véhicules hybrides, hein, par exemple, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour vous rappeler que vous avez quand même la possibilité, hein, d'acheter un véhicule sur la société. C'est juste qu'il y aura un plafond par rapport à la charge qui sera placée sur l'entreprise en fonction du taux d'émission de CO2. Donc, sachez que si le véhicule, il est acheté avec la société, tout ce qui va être frais de carburant, frais d'assurance, frais d'entretien du véhicule seront bien entendu déductibles, hein, et seront basés sur les frais réels engagés. En revanche, vous aurez une taxe à payer
qui est la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Donc ça, ce sera à payer. Et pareil, le montant de la TVS varie par rapport au type de véhicule, mais aussi par rapport à la propreté du véhicule. Et enfin, si jamais ce véhicule est aussi utilisé à des fins personnelles, eh bien, il faudra constater ce qu'on appelle un avantage en nature. Puisque si, par exemple, votre véhicule, vous l'utilisez la semaine pour le travail et le week-end pour le perso, eh bien, peut-être qu'on va déclarer qu'il y aura 70% du véhicule pour le pro et 30% pour le perso. Et dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir tout déduire sur l'entreprise et il y aura un avantage en nature à constater, donc sur fiche de paie, et vous allez payer comme sur du salaire, des cotisations sociales là-dessus. Donc après, est-ce que c'est plus ou moins intéressant pour vous de faire passer un achat de véhicule sur l'entreprise? Ça, c'est des questions qu'on est amené à se poser. Et typiquement, nous, au sein du cabinet, on propose des simulations à nos clients pour qu'ils puissent faire un comparatif entre achat de véhicule, LOA ou LDD, donc ça, ce sont des locations, ou encore indemnité kilométrique. Bah, justement, le cas de la location. Donc, si vous avez un besoin qui va être plutôt ponctuel, vous avez la possibilité de louer, dans le cadre d'une mission, par exemple, un véhicule. Eh bien, sachez qu'on va déduire la totalité de la facture de location, puisque le prix de TTC est déductible. Alors, il faut juste faire attention parce que si jamais vous louez plus de 29 jours consécutifs le véhicule en question, eh bien, tout comme pour l'achat du véhicule, à l'année, il y aura une TVS, donc une taxe sur les véhicules de société à payer. Alors, petit tips, les frais de carburant, d'assurance et d'entretien sont souvent compris en réalité dans les contrats de location du véhicule et donc du coup, ils vont être déductibles. Voilà. Mais ça, c'est plutôt pour les locations de longue durée, de type LOA, leasing ou crédit bail, puisque dans ces locations-là, alors vous avez un certain kilométrage qui est prévu dans les LOA ou dans les LDD, c'est-à-dire que vous pouvez faire tant de kilomètres, mais généralement, vous avez les frais d'entretien qui sont pris en compte dans le montant de la location. Donc, si vous décidez de mettre en place une LOA ou une LDD sur votre entreprise, vous aurez la possibilité de faire passer les loyers directement dans la limite du barème que l'on a vu juste auparavant, puisque c'est le même principe. Le montant qui sera déductible au niveau des loyers va être basé sur la propreté du véhicule et donc son émission de CO2. Si le premier loyer est majoré, la charge sera lissée sur la durée du crédit bail. Voilà. Donc ça, c'était quelques précisions par rapport à la location de véhicules. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est tout à fait possible d'acheter un véhicule avec son entreprise ou encore de louer un véhicule avec sa société. Après, à savoir si c'est plus ou moins intéressant, ça, c'est des calculs que l'on peut mettre en place, mais sachez que c'est tout à fait faisable. Ensuite, les frais liés aux locaux. Alors les locaux, c'est si vous êtes amené, par exemple, à louer un local dans le cadre de votre activité professionnelle, pour, je sais pas, y accueillir votre équipe ou encore, eh bien, y exercer, votre activité. Sachez que ces frais-là seront tout à fait déductibles. Idem, si vous souhaitez travailler depuis un espace de coworking, vous aurez la possibilité de pouvoir, eh bien, justement, faire passer, alors c'est généralement sous la forme d'un abonnement mensuel, donc ces frais sont tout à fait envisageables. Et enfin, si votre siège social correspond à une société de domiciliation, pareil, vous payez généralement un abonnement de type mensuel auprès de la société de domiciliation, eh bien les frais seront aussi déductibles. Voilà. Alors, Émilie, on a une question Oui. de Foi Armel. Quid des indemnités kilométriques lorsqu'on utilise son véhicule personnel? Oui. Alors on en parle, dans une partie un petit peu plus loin du webinar, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'effectivement, il y a 3 options. Soit l'achat du véhicule, soit la location, soit les indemnités kilométriques. Alors rapidement pour vous expliquer, les indemnités kilométriques, ça vous concerne si vous utilisez votre véhicule personnel, mais à des fins professionnelles. Dans ce cas-là, le système des indemnités kilométriques va vous permettre de venir vous rembourser des indemnités sur la base des kilomètres parcourus. Les kilomètres parcourus doivent être déclarés et ça va correspondre au trajet entre le siège de votre entreprise, mais également le siège et donc l'adresse de destination, c'est-à-dire l'adresse du client. Par rapport au barème des indemnités kilométriques, donc ça, c'est un barème qui est proposé par l'État. Nous, par exemple, dans l'outil Time que l'on met à disposition de nos clients ont juste à renseigner les trajets et ça vous calcule automatiquement le montant correspondant, puisque le barème va être évolutif par rapport au nombre de kilomètres parcourus, mais également par rapport à votre véhicule et son taux d'émission de CO2, ainsi qu'à la puissance fiscale du véhicule. Mais en tout cas, sachez qu'il est tout à fait possible de venir vous rembourser
des indemnités kilométriques et que le montant de l'indemnité kilométrique va couvrir et les frais d'essence, donc de carburant, l'entretien, l'usure du véhicule. Voilà. C'est juste qu'il faut respecter un certain barème, hein, et que le montant de l'indemnité corresponde uniquement au trajet que vous réalisez dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc voilà foi pour répondre, à votre question. On a d'autres questions, Sandra, ou je peux passer à la suite? Pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, à les poser sur le chat ou directement dans l'onglet questions. OK, super. Eh bien, écoutez, je poursuis avec les frais de communication. Donc, si par exemple, dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à faire appel, je ne sais pas moi, à un webmaster pour développer un site internet ou encore à faire de la publicité, hein, qu'elle soit offline ou online, hein, d'ailleurs, eh bien, toutes ces dépenses-là, elles se justifient à 100 hein, dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc nécessairement, vous avez la possibilité de faire passer ces dépenses directement sur la société. Donc si je reprends l'exemple du site internet, donc vous avez fait appel à une personne pour développer un site internet, vous aurez forcément des frais de création, mais par la suite aussi des frais de maintenance ou encore des frais d'hébergement. Tout ça, hein, bien entendu, à condition que vous ayez conservé le justificatif, vous les faites passer sur votre entreprise. Également, je donne cet exemple très régulièrement, mais aujourd'hui, LinkedIn permet notamment de pouvoir prospecter, de trouver de potentiels clients. Eh bien, vous pouvez tout à fait payer votre abonnement LinkedIn Premium avec votre entreprise parce qu'on sait que c'est un outil qui est particulièrement utilisé aujourd'hui à des fins professionnelles. Donc n'hésitez pas, en tout cas, sachez-le qu'avec votre compte de société, avec votre carte bancaire professionnelle, vous pouvez payer votre abonnement LinkedIn Premium. Voilà. Ensuite, le matériel et le petit mobilier. Alors là, on différencie le matériel, inférieur à 500 € hors taxe du matériel supérieur à 500 € hors taxe. Pourquoi? C'est juste parce que le traitement comptable, n'est pas le même. Toutefois, ça ne change pas la logique qui est qu'à partir du moment où vous avez besoin de vous acheter du matériel ou de l'équipement dans le cadre de votre activité professionnelle, eh bien, c'est tout à fait envisageable. Si vous êtes consultant et que vous travaillez à domicile, par exemple, et beaucoup en télétravail, vous pouvez tout à fait vous aménager un espace de travail, un espace de bureau et donc venir payer avec votre carte, d'entreprise, une chaise, un bureau, voilà, venir vraiment vous aménager un espace pour que vous puissiez être en capacité de travailler. Idem, si vous avez besoin de vous racheter un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone portable, eh bien, c'est tout à fait faisable. Donc tout ce matériel-là est passé sur l'entreprise, c'est juste que le traitement comptable ne sera pas le même. Si le prix est inférieur à 500 € hors taxe, eh bien, on déduit directement le montant de l'achat à hauteur à 200 en une fois, en un one shot. Alors que si le prix il est supérieur à 500 € hors taxe, on va considérer que ce matériel, un petit peu comme le véhicule, eh bien, il va rentrer, à l'actif de votre société et que donc ça nécessitera, des amortissements puisqu'on va venir récupérer la charge petit à petit selon une durée d'amortissement qui est propre, hein, donc ça va dépendre de la typologie et de la nature du bien. Le résultat en reste le même, c'est-à-dire que in fine, vous pouvez faire passer 100 de ces dépenses sur la société. Donc pour le matériel en général, ça doit rester cohérent avec le nombre de personnes actives sur l'entreprise, hein. Donc c'est par exemple, si vous êtes tout seul sur votre société, vous ne pouvez avoir qu'un téléphone et qu'un ordinateur portable. Par contre, s'il y a des salariés, chaque salarié peut avoir son téléphone portable, hein. Voilà. Il y a une autre question qui concerne, plutôt les frais liés, aux, locaux. Heu, Oui. Alexandre demande si on peut domicilier notre entreprise au sein de notre foyer, par exemple, quelle partie de frais de location seront déductibles? Oui, très bonne question Alexandre, et donc ça fait partie, idem, de la fin de cette présentation sur les frais mixtes. Mais déjà ce que je peux vous dire, dès à présent, c'est que, si votre siège social correspond à votre domicile personnel, vous allez avoir la possibilité de rattacher pas mal de dépenses, notamment un loyer. Alors que vous soyez propriétaire ou locataire, hein, vous pouvez faire passer une quote-part de votre loyer. Donc, si par exemple vous êtes, locataire, on va prendre le montant de votre loyer. On va décider que dans le cadre de votre activité professionnelle, il y a tant de mètres carrés qui vont être consacrés à votre activité et que ça représente une quote-part de tant de pourcents. Donc si c'est par exemple 20 eh bien, on fera passer 20 de votre loyer sur votre entreprise. Si jamais, votre siège social correspond à votre domicile personnel, mais cette fois-ci en tant que propriétaire, la logique reste la même. C'est juste qu'on ira rechercher sur des sites de référence comme par exemple, hein, sologer.com, la valeur de votre bien au mètre carré et on multiplie
multipliera cette valeur par le nombre de mètres carrés qu'on décide déclarer dans le cadre de votre activité professionnelle. Et là, ça nous donne le montant d'un loyer que la société peut venir vous indemniser. Alors, sachez toutefois que tous les loyers que la société va vous rembourser, eh bien, seront à réintégrer sur votre déclaration personnelle d'impôt sur le revenu au titre du microfoncier si vous ne déclarez pas d'autres revenus en parallèle et que vos revenus n'excèdent pas 15 000 euros au niveau du revenu foncier à l'année. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Donc après, si derrière vous souhaitez mettre en place ce loyer, sachez juste que voilà, ça vous fait passer une charge au niveau de votre entreprise, mais que ça reste des revenus fonciers à redéclarer sur votre impôt perso. Voilà. Il y a d'autres questions. Une de Jean-Michel qui demande si l'amortissement du matériel sur 3 ans est possible si c'est supérieur à 500 euros. Alors oui, comme je vous l'ai expliqué, hein, Jean-Michel, toute dépense supérieure à 500 euros hors taxe sera automatiquement amortie. Après, la durée de l'amortissement est variable, hein, en fonction de la typologie du bien. Ça ne va pas être la même pour des biens de type mobilier de bureau que pour des ordinateurs, par exemple, hein. Voilà. Dernière question de Laurine. Bonjour, en termes de matériel et d'équipement de son bureau, est-ce que cela peut inclure, par exemple, une climatisation fixe? Alors, tout dépend si la climatisation que vous posez, elle est posée à domicile ou pas. Donc si c'est à domicile, on va pouvoir faire passer la climatisation uniquement, pour l'espace de travail. Donc c'est-à-dire pour l'espace qui correspond à votre bureau. Puisque, si vous installez la climatisation dans tout votre logement, par exemple, on ne pourra pas faire passer toute cette dépense. Ensuite, si en revanche vous travaillez dans un local qui est propre à votre activité professionnelle, bien entendu que cette installation, elle peut être prise en charge à 100% par, votre société, hein. Voilà. Autre question, les frais de communication Oui. sont-ils déductibles lorsqu'on est micro-entrepreneur, abo LinkedIn, publicité? Alors, eh bien, malheureusement, Clément, c'est ce que j'expliquais au début de ce webinaire, c'est quand on est auto-entrepreneur, eh bien, on n'a pas la possibilité de déduire, fiscalement parlant, des frais de votre société, hein, puisque le principe en auto-entreprise, c'est que vous générez du chiffre d'affaires, vous payez vos cotisations sociales sur base du chiffre d'affaires généré et votre impôt sur le revenu moyennant un abattement forfaitaire. Néanmoins, vous n'allez pas pouvoir déduire avant de payer votre impôt sur le revenu des frais. Donc, ce qui fait que tous les frais que vous engagez dans le cadre de votre activité professionnelle en micro-entreprise, bah, faudra le payer avec vos fonds propres, hein, en réalité. La micro-entreprise, si vous voulez, Clément, c'est un statut qui est un petit peu hybride, hein, puisque vous faites un pas dans l'entrepreneuriat. Néanmoins, on considère que tout est confondu, hein, puisqu'il n'y a pas de distinction entre le patrimoine pro et le patrimoine perso. Donc, votre compte. D'ailleurs, hein, un micro-entrepreneur n'a pas d'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel dédié à son activité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien encaisser le chiffre d'affaires sur votre compte perso. Néanmoins, c'est pas pour autant que vous pourrez déduire des frais, puisqu'en micro-entreprise, vous allez déclarer sur votre espace à auto-entrepreneur.urssaf.fr le montant du chiffre d'affaires encaissé, mais vous voyez très bien que vous n'avez pas la possibilité de déduire de ce chiffre d'affaires un certain nombre de dépenses. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont en micro-entreprise, viennent me voir et me disent bah, écoutez, Émilie, moi, je fais pas mal de chiffre d'affaires, mais j'ai quand même beaucoup de dépenses, sauf qu'en micro-entreprise, bah, je peux rien faire passer sur la société, quoi. Je peux pas récupérer la TVA sur ces dépenses, voilà. Sauf qu'en réalité, bah, je paye quand même mes cotisations sociales sur du chiffre d'affaires, j'encaisse pas vraiment parce que j'ai beaucoup de dépenses. Donc, c'est pour ça que la micro-entreprise, c'est aussi un statut qui peut être plus ou moins adapté par rapport à votre situation. Et typiquement, hein, toutes ces questions autour du statut juridique, est-ce que la micro-entreprise est adaptée ou pas pour moi? Eh bien, ce sont des questions qu'on est amené à voir avec les freelances que l'on accompagne au quotidien, hein, puisque vous êtes beaucoup à vous poser ces questions et le fait que les frais ne soient pas déductibles en micro-entreprise peut vous amener à cette réflexion autour du statut juridique, hein. Donc Clément, si jamais c'est votre cas, je laisserai mes coordonnées de toute façon à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez me recontacter si jamais vous vous posez cette question. Voilà. Super. Merci. Ok. Merci. Hop. Eh bien, écoutez, on passe à la suite.
Alors, les cadeaux clients. Alors, sachez que c'est tout à fait possible hein, d'offrir des cadeaux à vos clients, à condition, toujours pareil, hein, c'est toujours la même logique, hein, que ce soit justifiable et dans l'intérêt de l'entreprise et que ce soit vraiment des cadeaux pour vos clients. Voilà. Sachez que, alors, les cadeaux clients, moi, je dis toujours à mes clients d'être assez vigilants par rapport à ça. Et je leur dis toujours, hein, avant d'acheter des cadeaux, vous me prévenez, comme ça, moi, je sais que telle et telle dépense, ça concerne des cadeaux. Et en cas de contrôle de la part de l'administration fiscale, on peut le justifier parce que vous m'avez stipulé par écrit qu'il s'agissait d'un cadeau pour tel ou tel client. Les cadeaux clients, clairement, ça vous fait passer de la charge sur votre société, hein, toujours pareil, et donc ça va réduire votre base imposable. Et donc l'administration fiscale, elle est très vigilante par rapport à ces cadeaux-là, puisqu'elle va s'assurer que c'est bien des cadeaux pour des clients. Donc pour pouvoir le justifier, c'est par exemple, vous souhaitez remercier un client qui a contribué cette année à 80% de votre chiffre d'affaires. Ça se justifie d'offrir un cadeau à votre client pour le remercier de sa fidélité. Ou encore, ça peut être un client, je ne sais pas moi, un client qui est fidèle, qui tous les ans vous reconduit pour sa mission, que vous avez une relation depuis 3 ans avec ce même client, et bien à ce moment-là, là aussi, hein, vous pouvez remercier un client de ses fidélités. C'est tout à fait aussi envisageable. Après, par rapport à la nature du cadeau, ça, on peut être amené à en discuter ensemble, hein, mais ça peut être, je ne sais pas moi, une caisse de champagne pour remercier le client avant les fêtes de fin d'année. Ça peut être, une carte cadeau, voilà. Ça peut être pas mal de choses. Néanmoins, il ne faut pas en abuser, à la fois, en termes de récurrence, mais aussi au niveau des montants. Sachez que, déjà, au-delà de 3 000 € de cadeaux, vous devrez réaliser une déclaration spécifique auprès des impôts en listant tous les cadeaux que vous avez réalisés. Donc vous êtes plus propice à contrôle fiscal. Donc généralement, on préconise toujours à nos clients d'offrir moins de 3 000 € de cadeaux et puis 3 000 € de cadeaux, c'est quand même pas mal. Alors après, voilà, il faut toujours garder en tête que ça doit rester proportionnel aussi par rapport à votre activité et à votre niveau de chiffre d'affaires. Si vous faites, je ne sais pas moi, 20 ou 30 000 € de chiffre d'affaires à l'année, 3 000 € de cadeaux clients, c'est énorme. Vous voyez, il faut que ça reste quand même proportionnel. Donc nécessairement, par la suite, les cadeaux clients, le plus simple, avant d'en initier, c'est d'en discuter ensemble, hein. Nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, on en discute ensemble avant avec nos clients pour à la fois, par rapport à leur activité, leur donner une limite en termes de montant, mais aussi de récurrence. Voilà. Il y a une question par rapport au cadeau de Damien. Je suis hébergée gratuitement chez mes parents, mon entreprise aussi. Est-ce que je peux offrir un cadeau à mes parents pour les remercier de l'hébergement gratuitement? Eh bien, Damien, non, puisque justement, le principe de l'hébergement à titre gratuit, c'est que derrière, ça ne doit pas donner lieu à une compensation, quelle qu'elle soit. Que ce soit un loyer, que ce soit un cadeau, que ce soit une indemnisation. Donc vous ne pourrez pas offrir un cadeau à vos parents pour les remercier de cet hébergement, puisque au démarrage, quand on crée une société et que, on domicilie sa société chez un tiers, c'est comme si c'était une faveur que vous octroyez le greffe, hein, et donc, il est bien stipulé qu'il s'agira d'un hébergement à titre gratuit. Donc il ne doit y avoir aucune contrepartie et malheureusement le cadeau en fait partie, donc vous ne pourrez pas leur offrir de cadeau. Voilà. Merci, Émilie. Je t'en prie. Pas d'autres questions? Je passe à la suite? Il n'y a pas d'autres questions. OK. Alors, les formations. Donc, j'ai beaucoup de clients hein, qui, dans le cadre de leur montée en compétences ou alors parce qu'elles souhaitent proposer de nouveaux services aussi hein, à leurs propres clients, sont amenés à réaliser des formations dans le cadre de leur activité professionnelle. Hein. Eh bien, sachez que ces formations, vous pouvez les payer. Alors, vous pouvez très bien avoir un compte CPF hein, et les payer avec votre compte CPF, mais aussi sachez que votre société, elle peut couvrir ses dépenses de formation. Donc, les frais liés aux formations sont déductibles et en plus, sachez que si vous récupérez une attestation avec le nombre d'heures hein, qui ont été suivies, vous aurez le droit d'avoir un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt de l'ordre de 25%. Alors après, ce crédit d'impôt, bien entendu, qu'il est plafonné. Mais sachez que voilà, vous former, ça vous permet de faire évoluer vos compétences, ça vous fait faire passer de la charge, et en plus, ça vous fait passer un crédit d'impôt de 25% sur l'entreprise. Donc clairement, c'est tout bénef. Hein. Les frais de formation, alors il faut juste que l'organisme de formation, c'est un organisme de formation français. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un autre petit tips que je vous donne, les CESU. Les CESU, ce sont des chèques emploi-service universels et donc c'est un moyen de pouvoir financer des services à la personne. Eh bien, sachez qu'avec votre entreprise, donc que ce soit une EURL, une CESU, une entreprise individuelle, chaque année, vous pouvez acheter des CESU à hauteur de 2 301 € hors taxes par an
et que ces CESU derrière, vous les utilisez comme vous voulez. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter avec votre, société, 2 301 € de CESU et payer une personne qui viendrait faire le ménage, qui viendrait garder vos enfants, qui viendra entretenir votre pelouse, peu importe. Les CESU, vous y avez le droit. C'est vraiment là, clairement, ça vous fait un poste de charge assuré, 2 301 € qui passent comme ça sur votre entreprise. Vous achetez les CESU et après vous pouvez les utiliser, peu importe l'utilisation. Il faut juste que vous vous assuriez que la personne que vous allez payer, elle accepte le paiement en chèque CESU. Voilà. Et en plus, double avantage, donc outre le fait que ça vous fait passer 2 301 € de frais, eh bien, ça vous donne droit aussi à un crédit d'impôt de 25 parce que c'est ce qu'on appelle des services à la personne. Et le gouvernement, ils veulent justement, inciter, eh bien, les gens à faire appel à ces services-là, hein, puisque ça crée de l'emploi. Et donc clairement, c'est pour ça que vous avez, ce bénéfice qui vous est accordé avec ce crédit d'impôt de l'ordre de 25. Donc les CESU, vous y avez le droit, vous pouvez, en acheter. Ça fait passer de la charge sur l'entreprise. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction d'impôt et en plus, vous avez encore en plus un crédit d'impôt. Voilà. Il y a une question de foi qui concerne les frais de formation. Oui. Hem, il demande si ça s'applique aux formations en ligne comme, Open Classroom, par exemple? Oui, alors ça peut s'appliquer à condition de pouvoir bien récupérer une attestation signée, de la part de Open Classroom, comme quoi vous avez, comme quoi eux, ils vont attester, hein, que vous avez fait une formation dans tel secteur et avec le nombre d'heures. Puisqu'en fait, le montant du crédit d'impôt sera calculé justement sur base du nombre d'heures suivies. Mais les formations en ligne, hein, sont tout à fait éligibles à la prise en charge, des frais dans le cadre de votre société et également, dans la prise en charge du crédit d'impôt. Pas de souci. Super, merci. Je vous en prie. Alors ensuite, les frais de représentation. Bon là, je vais peut-être en faire, certains déçus. En tout cas, mes clients souvent me disent: «Ah non, là, vous m'annoncez pas une bonne nouvelle, Émilie». Mais, bon, pour l'instant, je vous ai expliqué, hein, on peut faire passer pas mal de choses sur la société. Mais alors là, l'administration fiscale, ils sont très clairs, pas de frais de représentation. Donc les frais de représentation, concrètement, c'est quoi? Bah, c'est les vêtements, que vous pourriez utiliser, hein, donc que ce soit l'achat de costumes, je sais pas moi, si vous avez besoin d'une montre ou quoi, eh bien tout ça, c'est négatif. Les impôts, ils n'en veulent pas. Ils considèrent que les tenues, c'est utilisé exclusivement pour la vie perso ou alors que ça peut être utilisé à la fois pour les 2. Donc ils ne veulent pas qu'on puisse faire passer des frais de représentation de type tenue sur la société. Idem pour le coiffeur, idem si vous achetez, je sais pas, du maquillage et cetera. Même si vous avez un métier qui est un métier de représentation, hein. Moi, je sais que j'ai des clients, qui sont agents immobiliers ou alors, d'autres clients, qui, par exemple, évoluent sur des secteurs où ils ont besoin, dans le cadre de leur activité, d'être en costume et cetera. Eh bien, malheureusement, ces dépenses, ils doivent les prendre à leur charge personnelle et ils ne peuvent pas les faire passer sur l'entreprise. L'administration fiscale est très claire et c'est possible uniquement pour certaines professions, mais c'est vraiment, vous voyez, des professions très spécifiques de type, les blouses pour les médecins ou encore les robes pour les avocats, les casques de chantier pour les architectes. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très précises. Mais tout ce qui va être des robes, des costumes et cetera, c'est pas possible malheureusement. Voilà. OK et ben, on arrive, à la dernière partie de cette présentation sur les frais mixtes. Donc, par rapport aux frais mixtes, j'en ai finalement, les questions que vous m'avez posées avant, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais finalement, ces frais mixtes, ça va être des frais qui sont à cheval entre le pro et le perso, mais qui quand même, pour une partie, peuvent être rattachés à votre activité professionnelle. Donc on en a parlé, hein, juste avant, ensemble, mais on avait une question autour des, indemnités kilométriques, hein. C'était Foua qui avait posé cette question. Donc à savoir que, si dans le cadre de votre activité professionnelle, eh bien, vous êtes amené à vous déplacer avec un véhicule qui vous est personnel, vous pourrez tout à fait enregistrer des indemnités kilométriques. Donc comme je vous le disais, nous, on a un outil aujourd'hui, avec Time, hein, qui permet, directement de vous calculer le montant correspondant à l'indemnité. L'indemnité kilométrique, elle va vous indemniser sur base uniquement des trajets professionnels, hein. Donc, il y a un barème qui existe, qui évolue en fonction du nombre de kilomètres parcourus et par rapport à la puissance fiscale de votre véhicule. Et plus vous parcourez de kilomètres, plus, eh bien, le montant de l'indemnité kilométrique va être, variable. Et donc à la fin de l'année, je ne sais pas moi si vous avez parcouru, pour une indemnité de 3 000 €, eh bien ces 3 000 € clairement, c'est un virement que va vous faire la société. Donc c'est un virement entre votre compte pro
et votre compte perso. Donc c'est clairement une manière, plutôt, simple, hein, de pouvoir optimiser. C'est juste que ça doit pouvoir se justifier et que vous ayez un justificatif par rapport à tous les trajets, que vous venez renseigner. D'où l'intérêt d'avoir Time, à nous, au sein du cabinet, puisqu'en cas de contrôle fiscal, il y a un récap de tous les trajets qu'a réalisé le client. Voilà. Et retenez bien aussi, je l'ai dit tout à l'heure, que le montant de l'indemnité kilométrique couvre à la fois les frais d'essence, les frais d'entretien et également l'usure du véhicule. Donc vous ne pouvez pas venir vous rembourser et des ICA et des indemnités kilométriques et des frais d'essence, puisque l'indemnité kilométrique en tant que telle couvre déjà les frais d'essence, hein. Voilà, il faut juste bien avoir en tête, ceci. Il y a une autre question, pour les véhicules avec émissions de CO2, il y a déduction jusqu'à 30 000 €, mais coût des véhicules électriques. Oui. Alors du coup, il y a aussi un autre barème, hein, qui existe pour, les véhicules électriques et donc pour les véhicules électriques, nécessairement, vous avez la possibilité d'avoir un nouveau plafond. Alors le plafond, il évolue, petit à petit, mais nécessairement le véhicule électrique aujourd'hui, c'est, le montant qui va être déductible, même si c'est une partie que l'on doit réintégrer, parce que c'est une petite particularité, hein, mais les véhicules électriques, on ne va pas pouvoir amortir la charge de la même manière entre la carcasse du véhicule et la batterie. Voilà, c'est un petit peu complexe puisque généralement, ce qui vaut le plus cher dans un véhicule électrique, c'est la batterie. Donc les 2 sont déductibles, c'est juste que les montants et les plafonds ne sont pas les mêmes. Mais sachez que plus votre véhicule il est propre et donc forcément, si c'est un véhicule électrique, c'est ce que les impôts considèrent comme propre, et bien plus le plafond de déductibilité sera important. C'est juste qu'on va scinder la déductibilité puisqu'on ne va pas amortir, la batterie et la carcasse du véhicule de la même manière, hein. Voilà. Merci. Hop, alors oui, d'autres frais qui peuvent être considérés comme des frais mixtes et là encore, je crois avoir eu la question juste avant, ça va être les frais liés au siège social. Si votre siège social correspond à votre domicile personnel, eh bien, on va pouvoir faire passer une quote-part de loyer, mais également de tout ce qui va être charges locatives, donc que ce soit électricité, eau, internet et cetera. Alors, sachez que pour internet, téléphone, ça ne sera une quote-part de 5/7. Donc globalement, 80 de votre facture internet, téléphone, si elle est à votre nom propre aujourd'hui, eh bien, pourra être prise en charge par votre société. Pour, les frais liés au siège social, si votre siège social correspond à votre domicile personnel, c'est le même principe que j'ai expliqué tout à l'heure. Les quotes-parts vont être calculées sur base du nombre de mètres carrés que vous allez déclarer utiliser à titre professionnel. Donc sachez que le minimum légal pour les mètres carrés, c'est 9 mètres carrés et on ne pourra pas dépasser au niveau de l'espace professionnel, hein, à domicile, plus de 30. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer plus de 30 de votre, bien perso qui va être utilisé pour des fins professionnelles. Donc au maximum, la quote-part sera de 30. Voilà. Et sachez-le, plus la surface de travail est importante, plus on va déclarer de mètres carrés, plus le montant de la CFE, la cotisation foncière sur les entreprises, sera important. Puisque la CFE, hein, c'est une taxe comme une taxe foncière dont est redevable chaque entreprise aujourd'hui en France. Et le montant va varier en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, par rapport également à sa localisation géographique, mais aussi par rapport à ces fameux mètres carrés que l'on a déclaré utiliser à titre professionnel. Voilà. Mais en tout cas, sachez que ça peut être avantageux, hein, puisque, vous faites quand même passer une quote-part de votre facture électricité, de votre facture d'eau. Si vous êtes propriétaire, la taxe foncière, les charges de copropriété, tout ça, c'est faisable. Il faudra juste penser que pour les loyers et uniquement pour les loyers, il faudra réintégrer ces loyers sur votre déclaration personnelle d'impôt sur le revenu, puisque c'est considéré comme du revenu foncier. Donc vous passez de la charge au niveau de votre entreprise, mais vous devez réintégrer les loyers sur votre déclaration personnelle d'impôt sur le revenu. Voilà. Super. OK. Alors, il y a une autre question pour le siège social. Les frais de copropriété, pardon, et potentiels travaux s'appliquent-ils? Alors non, malheureusement, ça ne s'applique pas pour les frais de copropriété, ni pour les potentiels travaux qu'il pourrait y avoir. Ouais. Ce ne sera pas possible, hein, même si votre siège social correspond à votre domicile personnel. On a fait une liste exhaustive avec Émilie des questions qui reviennent souvent sur des typologies de profils entrepreneurs, mais n'hésitez pas à continuer à poser les vôtres en chat. Émilie y répondra, et avec, rapidité comme elle sait faire, depuis tout à l'heure. Et merci à toi. Pour la première question, je me rembourse des indemnités kilométriques ou des frais d'essence?
Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette question, hein, de la part de nos clients. Eh bien, sachez que pour les indemnités kilométriques, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est, uniquement si vous mettez à des fins, si vous mettez à disposition de votre société un véhicule qui vous est propre, alors à ce moment-là, c'est des indemnités kilométriques. Les frais d'essence, vous les faites passer uniquement si, le véhicule, vous l'avez acheté avec l'argent de la société. Et donc si le véhicule, il appartient à votre société. Voilà, il y a une petite distinction à faire. On peut pas se rembourser les 2. Voilà. Super. La deuxième qui revient souvent également, bah, je vais prendre celle de Fatih d'abord. Bonjour, comme consultant travaillant à la maison, est-ce que des équipements de sport type tapis de course pour faire du sport pendant les pauses sont acceptables? Alors non, ça ne sera pas possible dans la mesure où on considère que ça, c'est une activité qui vous est personnelle. Voilà pour répondre à votre question, Fatih. Top. Pour la deuxième question qui revient donc également souvent, mon siège ne correspond pas à mon domicile perso, quid des codes-parts? Oui. Alors ça, c'est par rapport à cette slide-là. Je vous ai expliqué, hein, qu'on peut faire passer une quote-part de votre loyer, de votre facture électricité, de votre facture d'eau, à partir du moment où votre siège social correspond à votre domicile personnel. Si c'est pas le cas, eh bien, on ne pourra pas faire passer ces quotes-parts puisque, on considère que, vous n'êtes pas censé travailler depuis chez vous. Donc si votre siège ne correspond pas à votre domicile personnel, il n'y aura pas de remboursement de quotes-parts. Par contre, on pourra venir rembourser, je ne sais pas moi, si vous payez une société de domiciliation, l'abonnement à la société de domiciliation. Voilà. OK, super. Donc dans le cas où, notre siège social correspond à notre domicile, on peut se rembourser le loyer, mais du coup, comment on détermine le montant? Par rapport au loyer, que vous allez venir vous rembourser, avec la société, donc le montant, sera déterminé sur base, du nombre de mètres carrés que vous allez déclarer utiliser à titre professionnel et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le minimum légal est de 9 mètres carrés et au maximum, ce sera, 30 de la surface totale du bien et après moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'en parler avec votre comptable, hein. Nous, on aborde la question avec nos clients pour déterminer ce qui semble plus ou moins raisonnable ou alors tout simplement, vous vous basez sur, si vous avez vraiment une pièce qui est dédiée à votre activité professionnelle, eh bien vous déclarez ce nombre de mètres carrés là. Voilà. Super. Il y a une question de Naoufal, «J'ai aménagé un abri de jardin pour en faire un bureau. Est-ce Oui. que je peux faire l'isolation thermique par l'entreprise?» Alors, si vraiment l'abri de jardin, vous l'avez aménagé et que, aujourd'hui, c'est un bureau qui sert 100 à votre activité professionnelle, il y a une possibilité, hein, pour que l'isolation thermique soit prise en charge par, la société. Donc, ça, un petit peu, tout ce qui va être dépenses, parce que c'est généralement l'isolation thermique phonique, ça coûte quand même assez cher, hein, sur une entreprise. Donc il faut juste que vous puissiez en parler avec la personne qui suit les comptes de votre société pour lui expliquer que, ben, vraiment c'est un bureau que vous utilisez à 100 dans le cadre de votre activité professionnelle. Mais, pour moi, je n'y vois pas d'inconvénient, hein, dans la mesure où, c'est aujourd'hui comme un local quoi, hein, de travail. Super, merci. Il y a également une autre question de Damien. Est-ce possible d'acheter un vélo de course non électrique et de le déduire à 100 même si mon siège est mon logement perso? Alors, vous pouvez faire passer un vélo sur la société uniquement si ce dernier, c'est un vélo, qui va vous permettre de réaliser des déplacements, professionnels. Voilà. Donc là, un vélo de course, ce sera pas possible, hein, puisqu'on considère que c'est pas forcément un vélo, qui se rattache à votre activité professionnelle, mais qui va plutôt vous être utile dans le cadre, eh bien, d'une activité de loisir, hein, qui vous est propre. Voilà. Super. Une autre question de Dorian. En fonction du TMI, il est plus intéressant, de ne pas prendre de quote-part? Alors, TMI, je suppose que vous parlez du taux moyen d'imposition ou du taux marginal peut-être? Mais effectivement, Dorian, c'est une très bonne question, hein. L'inconvénient des loyers, c'est que oui, alors vous allez y gagner côté impôt société puisque vous faites passer une charge sur votre entreprise, mais la contrepartie, c'est que vous réintégrez des revenus sur votre impôt perso. Donc si derrière, ça vous fait passer une tranche marginale d'imposition et que vous faites peut-être je sais pas moi, on peut faire le comparatif, hein, mais vous faites un gain d'impôt société de 500 € versus ça vous fait passer une tranche et vous payez 800 € d'impôt sur le revenu, et ben à ce moment-là, c'est pas forcément intéressant de faire passer les loyers. Donc effectivement, hein, c'est une question qu'il faut se poser et ça peut être plus ou moins intéressant de se rembourser les quotes par loyer. Super.
Une question pour Fatih: «Est-ce que prêter de l'argent à une entreprise qui n'est pas liée à mon secteur d'activité est considéré comme un investissement et donc potentiellement déductible?» Alors, c'est pas possible de prêter comme ça de l'argent à une société, hein, Fati. Pour que vous puissiez prêter de l'argent à une entreprise, il faut qu'il y ait un lien capitalistique entre les 2. C'est-à-dire, il faut que, vous puissiez avoir, des actions dans cette entreprise et établir une convention, de sorte à établir comme quoi une convention de prêt avec un taux de rémunération. Voilà. Super, il y a également une autre question: si on travaille en mode hybride, maison Oui. plus chez le client, exemple, achat d'une voiture pour l'activité professionnelle, plus frais pour le télétravail si on est propriétaire. Alors, donc, si vous travaillez à la fois chez le client et depuis votre domicile, c'est tout à fait possible, hein, d'acheter une voiture avec l'argent de la société. Néanmoins, il faut voir si cette voiture, elle vous sert aussi dans le cadre de votre activité, perso. Il faudra déclarer un avantage en nature. Donc il y aura une partie qu'on ne pourra pas déduire, mais c'est tout à fait faisable et ensuite les frais pour le télétravail, donc je ne sais pas ce que vous entendez par frais télétravail, mais tout ce qui va être remboursement, code par loyer, électricité, internet et cetera, c'est uniquement si votre siège social correspond à votre domicile perso. Voilà, c'est ce qui va faire foi, hein, en réalité. OK, très clair. Une autre question de Laurine: est-ce que des consommables type café et thé sont acceptables, pardon, si je suis en SASU? Oui, alors, pour des petites dépenses comme ça, il y a pas de problème. Oui. Super, on va parler du coup de la quatrième question qui revient souvent. Est-ce que je peux acheter mon téléphone avec la société? Oui, c'est tout à fait faisable, hein, effectivement, à partir du moment où, toujours pareil, hein, vous utilisez votre téléphone dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors après, il peut très bien vous servir dans le pro et dans le perso. On fera quand même passer 100% de la charge sur la société. Néanmoins, c'est un téléphone que vous devez utiliser pour appeler des clients, voilà, dans le cadre de votre activité pro. Sachez également, mais ça, je l'ai dit un petit peu plus en amont de ce webinaire, que c'est un téléphone par salarié ou par dirigeant. Vous ne pouvez pas avoir 2 téléphones sur votre société si vous êtes tout seul, par exemple. Voilà, il faut juste garder en tête un téléphone par salarié ou par dirigeant. Super, merci pour ces réponses, Émilie. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. On va passer du coup aux cadeaux, donc pour, honorer un peu ce partenariat entre, l'expert, comptable et Chéripique. On vous offre à la communauté, Chéripique le conseil, sur le choix des statuts, les honoraires de création d'entreprise hors frais de tiers, 1 mois offert pour les créateurs et 2 mois offerts pour une société qui est déjà immatriculée. Donc profitez-en, n'hésitez pas, c'est un cadeau qui est fait pour vous, et je vais laisser Émilie prendre la parole pour donner un peu plus de détails sur, les offres. Oui, complètement. Bah, écoutez, comme l'a dit Sandra, hein, c'est une offre qui est exclusive à la communauté Cherry Pick, puisque nous, l'accompagnement à la création d'entreprise, il faut savoir qu'on le propose à un tarif de 249 € hors taxes. Ça, c'est les honoraires, hein, que l'on facture pour le conseil sur le choix du statut juridique, la rédaction des statuts, également, l'avance des frais de tiers, l'assurance anti-rejet. Donc là, tout ça vous est offert et remisé à hauteur de 100. Ce qui fait que, si vous êtes amené à vouloir créer votre entreprise, vous avez quand même une offre qui est hyper, compétitive, hein, qui vous est proposée. Et ensuite, eh bien nous, sachez que, outre, l'accompagnement à la création de société, eh bien on propose aussi le suivi comptable. On a 2 offres, hein, globalement. On a une offre de création et une offre de suivi comptable. L'offre de suivi comptable, va concerner toutes les sociétés de type EURL, SASU, SARL, SAS. Juste simplement, nous, on ne propose pas aujourd'hui d'accompagnement pour les micro-entrepreneurs, hein. Tout simplement parce que, vous l'aurez compris, en micro-entreprise, il n'y a pas réellement de comptabilité à tenir, hein. Ça va vraiment être quelque chose d'ultra simplifié et donc d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait avec Clément, mais vous voyez, vous pouvez même pas faire passer de frais, hein, sur votre société. Donc c'est pour ça qu'on ne propose pas aujourd'hui d'accompagnement pour les micro-entrepreneurs. Mais en tout cas, sachez que si vous avez votre entreprise, donc de type, SASU, EURL, voilà, tant que c'est une société et non une micro-entreprise, on est tout à fait en capacité de pouvoir, vous proposer une solution d'accompagnement comptable. Simplement, ayez en tête que le cabinet l'expertcomptable.com, nous, on est spécialisé sur des activités de prestataires de services. Voilà, donc il faut que vous évoluiez dans ce secteur-là. On ne va pas maîtriser, par exemple, des personnes qui font du e-commerce ou des activités d'achat-revente.
Néanmoins, j'ai quand même une solution pour vous, je vous l'expliquerai juste après. Mais en tout cas, sachez que voilà, on propose la gestion comptable, hein. Donc nous, notre offre, elle est de 99 € hors taxe par mois pour votre suivi comptable, que ça va comprendre 3 blocs. Tout d'abord, un bloc comptable, donc c'est-à-dire qu'on va vous faire toute votre comptabilité de A à Z, bilan, compte de résultat, déclaration de TVA, liasse fiscale. On vous propose toute la gestion comptable. À cela, on va vous mettre aussi à disposition l'outil dont je vous parlais, le fameux outil Time, hein, qui vous permet et de transmettre vos justificatifs d'achat à nous, comptables, et de pouvoir les stocker, mais aussi de pouvoir générer des factures et des devis. Donc tout ça, vous avez accès à Time dans le cadre du package à 99 €. Et en plus, vous avez, chaque client, chez nous a son propre conseiller qui lui est dédié, que vous pouvez contacter, que ce soit par mail, téléphone ou visio. Donc nos clients ont vraiment, un interlocuteur privilégié et ça va nous permettre aussi, hein, aujourd'hui d'aller, plus loin avec nos clients, de pouvoir aborder des problématiques autour notamment de l'optimisation, et bah, typiquement, hein, comme on a pu le faire aujourd'hui, par rapport aux frais déductibles. Donc sachez que si ça vous intéresse, vous pourrez me contacter, je vous laisserai mes coordonnées, juste après et que dans le cadre du partenariat avec Cherrypick, si vous avez un projet de création d'entreprise, donc on vous offre les honoraires à la création et vous avez le premier mois de comptabilité qui vous est offert. Et si vous avez déjà une société qui est immatriculée, eh bien là, on vous offre les 2 premiers mois de comptable. Donc vous économisez 2 fois 99 € hors taxe, ce qui est plutôt pas mal. Et après les 149 €, ça c'est juste le supplément que vous aurez au moment de la clôture des comptes pour le juridique annuel. Donc le juridique annuel, vous savez, c'est le document, le procès-verbal d'assemblée générale, post-clôture comptable. Voilà, c'est la seule formalité juridique qui n'est pas compris, dans le prix de notre mensualité à 99 € hors taxe. Voilà. Eh bien, écoutez, voici mes coordonnées. Donc, pour me contacter, si jamais ça vous intéresse, que vous posez des questions, par rapport à l'accompagnement comptable ou autre, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse emilie.nodin@l'expertcomptable.com et à me préciser, hein, que vous venez, dans le cadre du webinaire auquel vous avez assisté avec, Sandra, de Cherrypick. Comme ça, moi, en conséquence, je pourrai, eh bien, actionner l'offre, qu'on en a mis en place ou alors à m'envoyer un SMS, par exemple, au 06 47 31 45 08, hein, c'est ma ligne directe. Et vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement sur notre site internet, ou alors demander à être rappelé. Il faudra juste bien préciser que vous souhaitez être mis en relation avec moi, Émilie, et que vous venez dans le cadre du partenariat avec Cherrypick pour que vous puissiez avoir, l'offre qui s'applique. Voilà, tout simplement. Super, merci Émilie. Et pour ceux qui n'ont pas pu voir le webinar, ne vous en faites pas, vous allez recevoir le replay, également la présentation avec toutes les informations. C'est ça, exactement. Dès que je fermerai la session, hein, de toute façon, le replay sera automatiquement généré. Et ça, c'était juste pour vous dire que si jamais, vous réalisez une profession qui n'est pas dans le domaine de la prestation intellectuelle, on a mis en place un partenariat avec Swappen, qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne, hein, qui fonctionne un petit peu comme le nôtre, mais qui lui, à notre différence, est multisectoriel. Donc au besoin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Swappen. Ils ont un petit peu le même fonctionnement que le nôtre. Donc ça, ce serait pour les personnes aujourd'hui qui, exercent des activités autres, hein, que de la prestation de service. Voilà. Et je vous remets mes coordonnées. OK, et bah, écoutez, je crois qu'il y a pas d'autres questions, hein, Sandra? Est-ce qu'on peut récupérer le lien de l'enregistrement? Je pense que j'ai raté une bonne partie. Alors, comme le disait Émilie, en fait, le replay est automatiquement généré. Vous allez le recevoir par mail, donc ne vous en faites pas. Et nous aussi, côté Cherrypick, on va veiller à ce que ce soit sur le blog, sur le site. Pareil, on vous le renverra en mail, donc pas d'inquiétude, vous allez récupérer l'entièreté du webinar avec Émilie. Tout à fait. Merci à vous, merci d'avoir assisté au webinaire jusqu'à la fin. On vous souhaite une très belle journée et on espère que ça vous a plu. Oui. Bon Clément appétit. nous dit bon app. Bon appétit à vous aussi, Clément. En tout cas, merci Sandra aussi, d'avoir co-animé la présentation, aujourd'hui. Et puis, bah, c'était un plaisir à la fois Sandra de pouvoir animer cette présentation avec toi. Et puis également, merci à vous, hein, d'avoir posé pas mal de questions. C'est toujours plus sympa, hein, quand c'est interactif, comme des sessions comme aujourd'hui. Et puis, bah, peut-être, on se dit, à très bientôt, hein, dans un prochain webinaire, dans une prochaine, session. Et oui, Clément, bon appétit à tout le monde. Au revoir. Bonne journée, au Bonne revoir. journée.